Je m'appelle Dixie et je viens d'avoir 28 ans. Toute ma vie, ma sœur Amber a trouvé des moyens de me rappeler que j'étais différente. Lors de ma fête pour mon 30e anniversaire, elle m'a tendu un kit de test ADN avec un sourire narquois. Peut-être que cela prouvera que tu n'as pas ta place ici, a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. Je me suis toujours sentie comme une étrangère dans ma famille, mais je n'aurais jamais imaginé que sa blague cruelle découvrirait un secret qui laisserait tout le monde sans voix. Avant de continuer cette histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'aviez pas votre place. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. En grandissant dans la famille Meyers, je me suis toujours senti comme l'intruse. Alors que mes parents, Thomas et Eleanor, et ma sœur Amber, partageaient tous des cheveux noirs épais et un teint olivâtre, je me distinguais avec mes cheveux roux flamboyants et ma peau pâle qui se couvrait de taches de rousseur au moindre rayon de soleil. Ces différences physiques n'étaient que le début de ce qui me faisait me sentir à part de ma famille. Mon père, Thomas, travaillait comme banquier d'affaires, ce qui signifiait qu'il était rarement à la maison. Quand il était là, son attention se portait naturellement sur Amber. Ma mère, Eleanor, professeure d'anglais au lycée, n'essayait pas non plus de cacher sa préférence pour ma sœur. Dès mon plus jeune âge, je me souviens qu'il y a toujours eu une distinction subtile dans la façon dont elle nous traitait. Amber a encore eu que des A, annonçait fièrement ma mère au dîner, les yeux brillants de fierté. Quand venait mon tour de montrer mon bulletin avec principalement des B et quelques A, elle hochait simplement la tête et disait « Tu pourrais faire mieux si tu t'appliquais comme ta sœur ». Le favoritisme financier était encore plus flagrant. Quand Amber avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, elle obtenait le meilleur modèle avec tous les accessoires. Quand j'en avais besoin d'un, je recevais un modèle reconditionné qui plantait souvent en plein milieu d'un devoir. Nous sommes un peu justes ce mois-ci, était l'explication que je recevais toujours. Les leçons de musique étaient un autre domaine où la différence était frappante. Amber montrait des aptitudes au piano, alors mes parents ont engagé le meilleur professeur de la ville et lui ont finalement acheté un piano à queue qui occupait la moitié de notre salon. J'ai supplié pour des leçons de guitare pendant 3 anniversaires consécutifs avant qu'il ne cède finalement, me trouvant le professeur le moins cher qui enseignait depuis son garage. Après 6 mois, ils ont décidé que ce n'était pas un investissement rentable. Un souvenir se détache avec une clarté douloureuse. J'avais 12 ans et Amber en avait 15. Nous assistions à une réunion de famille où des parents que je connaissais à peine me pinçaient les joues et commentaient à quel point je semblais différente du reste de la famille. Elle doit tenir d'un parent éloigné, riait nerveusement ma mère. Plus tard ce soir-là, j'ai surpris ma tante Margaret demander à ma mère à voix basse « Es-tu sûre que l'hôpital n'a pas mélangé les bébés ? Elle ne ressemble à aucun de vous. » Ma mère a répliqué d'un ton sec « Bien sûr que non. » Quelle chose ridicule à dire. Mais la graine du doute avait été semée dans mon jeune esprit. J'ai commencé à examiner les photos de famille, cherchant quelqu'un qui partageait mes traits. Il n'y avait personne. Pendant que mes parents canalisaient leur énergie et leurs ressources vers Amber, je cherchais refuge dans l'art et les livres. Je passais des heures dans ma chambre à dessiner et à peindre, créant des mondes où j'avais ma place. La bibliothèque locale est devenue mon sanctuaire. Les bibliothécaires me connaissaient par mon nom, mettant de côté les nouveaux livres qu'ils pensaient que j'aimerais. La seule personne qui semblait apprécier mes talents artistiques était ma grand-mère, Sarah, la mère de ma mère. Contrairement à mes parents, elle s'asseyait patiemment pendant que je lui montrais mes derniers croquis. Elle a même encadré une de mes aquarelles et l'a accrochée bien en vue dans son salon. « Tu as un don, Dixie », me disait-elle, ses yeux se plissant au coin. « Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. » Quand grand-mère Sarah venait nous voir, je me sentais vu et valorisé. Elle m'apportait du matériel d'art et des livres sur des peintres célèbres. Elle me racontait des histoires sur sa propre mère, qui avait été artiste, elle aussi. Ces moments avec elle étaient des îlots précieux d'appartenance dans mon enfance autrement aliénée. Amber, sentant peut-être mon lien avec grand-mère Sarah, trouvait des moyens de s'immiscer dans notre temps ensemble. Elle développait soudainement un intérêt pour l'art lorsque grand-mère venait, lui montrant ses croquis médiocres et exigeant de l'attention. Alors que nous entrions dans l'adolescence, les commentaires d'Amber sur mon apparence sont devenus plus directs et fréquents. « Es-tu sûr que tu n'as pas été adoptée ?» demandait-elle nonchalamment au dîner. « Ou peut-être que tu es la fille du facteur. » Elle riait toujours après, faisant passer cela pour une blague, mais l'intention de blesser était claire. « Amber, ça suffit », disait mon père mollement, sans jamais vraiment la réprimander. Ma mère pinçait les lèvres mais ne disait rien,
son silence étant une approbation tacite de la cruauté. Au moment où j'ai atteint le lycée, échangé à la naissance, ou la change-ligne, étaient devenus les surnoms préférés d'Amber pour moi. Ces pics étaient lancés avec un sourire lorsque nos parents étaient là, mais avec venin lorsque nous étions seuls. J'ai commencé à me demander s'il y avait une part de vérité dans ces railleries. Y avait-il une raison pour laquelle je me sentais si déconnecté de ma famille? Y avait-il une raison pour laquelle ma mère ne pouvait jamais vraiment me regarder dans les yeux quand je posais des questions sur ma petite enfance? Ces questions m'ont hanté tout au long de mon adolescence, creusant un fossé encore plus profond entre moi et ma famille et m'envoyant plus loin dans mon monde privé d'art et d'imagination. Quand est venu le temps d'aller à l'université, j'ai fait un choix qui n'a surpris personne dans ma famille mais qui les a néanmoins déçus. Alors qu'Amber suivait le chemin tracé pour elle à l'université de Princeton, étudiant le droit, je me suis inscrite au collège communautaire local pour étudier l'art. Mes parents ont clairement exprimé leurs sentiments. L'art n'est pas une carrière, Dixie, a dit mon père, sans lever les yeux de son journal. C'est un passe-temps. Ma mère a été plus directe. Nous ne paierons pas pour que tu gribouilles pendant 4 ans. Si c'est ton choix, tu es livré à toi-même. Et c'est ce que j'ai été. J'ai contracté des prêts étudiants et trouvé un emploi au Moonbeam Coffee, un café original près du campus. Je travaillais 30 heures par semaine tout en suivant un programme de cours complet. L'épuisement était réel, mais pour la première fois, je faisais mes propres choix. Au Crescent Community College, j'ai trouvé les miens. Jessica, avec ses cheveux violets et sa collection d'appareils photo vintage, est devenue ma première véritable amie. Elle ne voyait pas mes œuvres comme des gribouillages mais comme des expressions d'une perspective unique. Tu as une façon de capturer l'émotion que je n'ai jamais vue auparavant, m'a-t-elle dit après avoir vu mon portfolio. Ces mots ont été un baume pour mon esprit après des années de dédain. Puis il y a eu Maya, une étudiante internationale du Japon étudiant le design graphique. Elle m'a fait découvrir de nouvelles techniques et perspectives, me poussant à expérimenter au-delà de ma zone de confort. L'art n'est pas seulement une question de compétence, disait-elle dans son anglais doux et accentué. C'est une question de courage. Le courage de montrer comment tu vois le monde. Avec leurs encouragements, j'ai commencé à développer mon propre style. Je me suis spécialisé dans les portraits en technique mixte qui combinaient des traits de visage réalistes avec des arrière-plans abstraits représentant le monde intérieur du sujet. Mes professeurs l'ont remarqué. Vous avez une voix unique, Dixie, m'a dit le professeur Martinez après un cours un jour. Continuez à la développer. Pendant ce temps, Amber s'épanouissait à Princeton. Chaque dîner de famille auquel je parvenais à assister devenait une vitrine de ses réalisations. Elle était entrée à la revue de droit. Elle avait obtenu un stage prestigieux. Elle sortait avec le fils d'un sénateur de l'État. Et toi, Dixie, demandait ma mère, son ton suggérant qu'elle savait déjà que la réponse ne serait pas à la hauteur. J'ai eu un A à mon examen de portfolio, ai-je dit une fois, espérant une certaine reconnaissance. C'est bien, ma chérie, a-t-elle répondu avant de se tourner à nouveau vers Amber. Maintenant, dis-nous en plus sur ce stage. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré Aaron lors d'une exposition d'art sur le campus. Il étudiait l'architecture et était venu à l'exposition pour des crédits supplémentaires. Il s'est arrêté devant une de mes œuvres si longtemps que je me suis finalement approché de lui. Que voyez-vous, ai-je demandé, curieuse de son intense concentration. Il s'est tourné vers moi, ses yeux bleus sérieux. La solitude, a-t-il dit, mais aussi la force. Il a pointé le contraste entre le fond sombre et tourbillonnant et la lumière illuminant le visage du sujet. Quiconque a créé cela comprend ce que signifie trouver la lumière dans l'obscurité. Quand je lui ai dit que j'étais l'artiste, son visage s'est illuminé. J'aimerais en savoir plus sur votre processus. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture de la galerie, puis avons continué autour d'un café, puis d'un dîner. Aaron est devenu mon premier vrai petit ami et, plus important encore, mon plus grand supporter. Il n'a jamais remis en question le fait que l'art soit une voie valable. Il a simplement supposé que c'en était une et m'a encouragé à saisir des opportunités que j'aurais autrement été trop peu sûr de moi pour envisager. Tu devrais postuler pour la bourse Harrington, a-t-il insisté lorsque la période de candidature s'est ouverte pour les étudiants de 3e année. Ton travail est exactement ce qu'ils recherchent. La bourse financerait un programme d'études d'été à Florence, en Italie, et comprendrait une allocation pour le matériel. La compétition serait féroce. Je ne pense pas être prête, ai-je hésité. Tu ne te sentiras jamais prête, a dit doucement Aaron.
postule quand même. J'ai travaillé sur mon dossier de candidature pendant des semaines, veillant tard après mes services au café, retravaillant des pièces jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Lorsque l'email annonçant que j'avais été sélectionné est arrivé, Aaron a été la première personne que j'ai appelée. La réaction de mes parents était prévisible. L'Italie, a froncé les sourcils ma mère. N'est-ce pas cher? Qui paie pour ça? Même après avoir expliqué qu'il s'agissait d'une bourse complète, elle semblait peu convaincue de sa valeur. Quand Amber a été acceptée dans un programme de droit d'été à Oxford la semaine suivante, mes parents ont emmené la famille dans un restaurant 5 étoiles pour célébrer. Mon été à Florence m'a transformé. Sous le soleil toscan, entouré de siècles de génie artistique, j'ai finalement commencé à croire en mon propre potentiel. Je suis revenu pour ma dernière année avec une clarté d'objectif que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mon exposition de fin d'études recevant les éloges des professeurs et des critiques d'art locaux. Ma famille a assisté à la cérémonie de remise des diplômes mais a sauté l'exposition. Nous avons eu un bref dîner dans une chaîne de restaurants italiens où la conversation était centrée sur la prochaine remise de diplôme en droit d'Amber et ses perspectives d'emploi. Avec mon diplôme en poche, j'ai accepté un poste dans une petite agence de design. Le salaire n'était pas impressionnant, mais j'utilisais mes compétences créatives tous les jours, concevant des logos, des sites web et du matériel marketing pour des entreprises locales. À côté, je continuais mes projets artistiques personnels, les exposant occasionnellement dans des galeries locales. Lentement, la reconnaissance est venue. Un magazine d'art local a présenté mon travail. Une petite galerie m'a offert une exposition personnelle. J'ai commencé à recevoir des commandes de portraits. Pour la première fois, je pouvais entrevoir un avenir où je pourrais subvenir à mes besoins uniquement grâce à mon art. Tout au long de ce parcours, Aaron est resté indéfectible. Travaillant maintenant dans un cabinet d'architecte, il comprenait l'équilibre entre la passion créative et la nécessité pratique. Nous avons emménagé ensemble après l'obtention de notre diplôme, créant un foyer qui nourrissait nos deux ambitions. Je suis fier de toi, me disait-il souvent quand je m'y attendais le moins. Peu de gens ont le courage de suivre leur cœur comme tu le fais. Ces paroles contrastaient fortement avec ce que j'entendais de ma famille. Même si ma carrière prenait de l'ampleur, ils considéraient mes activités artistiques avec scepticisme au mieux, avec dédain au pire. À leurs yeux, je ferais toujours les mauvais choix, toujours en deçà de la norme dorée d'Amber. Mais pour la première fois de ma vie, je commençais à me demander si leur norme était celle que je voulais atteindre. Après tout, alors que mes 20 ans avançaient, j'ai créé plus de distance entre moi et ma famille. Aaron et moi avons trouvé un petit appartement d'une chambre dans un quartier artistique du centre-ville, à 15 miles de la maison de banlieue de mes parents mais à des mondes de distance en termes d'atmosphère. Nos murs étaient couverts d'art, le mien et des pièces que nous avions collectionnées auprès d'artistes locaux. Chaque coin reflétait la créativité et le choix personnel plutôt que les attentes conventionnelles. Amber, pendant ce temps, a obtenu son diplôme de droit avec mention et a décroché un poste chez Matthews et Blackwell, l'un des cabinets les plus prestigieux de l'État. Elle a acheté un condominium de luxe dans le quartier financier et conduisait une Mercedes que mon père l'avait aidé à financer. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Ma mère appelait chaque semaine, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour donner des nouvelles des dernières réussites d'Amber. Ta sœur vient de gagner sa première affaire majeure, a-t-elle annoncé lors d'un appel. Les associés parlent déjà de la mettre sur la voie rapide pour être considérée. C'est super, ai-je répondu automatiquement. Quand vas-tu envisager une carrière plus stable, Dixie? Ce travail de design graphique ne doit pas payer beaucoup, et cette histoire d'art, eh bien, ce n'est pas exactement fiable, n'est-ce pas? Ces conversations me laissaient émotionnellement épuisé. Peu importaient mes accomplissements, un nouveau client, une exposition réussie en galerie, un article dans un magazine d'art régional, rien n'était à la hauteur du succès conventionnel d'Amber. J'ai commencé à filtrer les appels de ma mère, laissant la plupart aller sur la messagerie vocale. Je trouvais des excuses pour manquer les dîners de famille. Thanksgiving et Noël sont devenus des exercices d'endurance, des heures de comparaison subtile et de dédain de mes choix. Le seul membre de la famille avec qui je suis resté en contact était grand-mère Sarah. Maintenant dans la fin de ses 70 ans, elle vivait seule dans une petite maison remplie de livres et de souvenirs de ses voyages. Je lui rendais visite au moins 2 fois par mois, apportant du café et des pâtisseries du Moon béant. Lors d'une visite, alors que nous étions assises dans sa véranda à regarder un nouveau livre d'art que je lui avais apporté, elle est devenue inhabituellement pensive. Tu sais, Dixie, dit-elle,
sa voix plus douce que d'habitude, tu me rappelles tellement ma sœur, Judith. Je ne savais pas que vous aviez une sœur, dis-je, surprise. Elle est décédée jeune, avant ta naissance. C'était l'artiste de la famille. Elle a tapoté ma main. Elle avait aussi ton esprit, déterminée à tracer sa propre voie, peu importe ce que les autres pensaient. Alors que grand-mère Sarah commençait à partager plus d'histoires sur ma grand-tante Judith, j'ai remarqué qu'elle regardait constamment une photo particulière sur son étagère. Elle montrait ma mère jeune femme debout à côté de mon père. Le visage de ma mère semblait tendu, pas l'expression d'une jeune mariée heureuse. Quand a-t-elle été prise, ai-je demandé en prenant le cadre. Grand-mère Sarah a hésité. Juste après leur mariage. C'était une période difficile pour eux. Difficile comment? Elle a rapidement changé de sujet, me demandant des nouvelles de mon dernier projet artistique, mais sa brève hésitation a semé une graine de curiosité. Lors de ma visite suivante, j'ai apporté de vieux albums de photos de famille que j'avais empruntés à ma mère sous prétexte de les numériser pour les conserver. Grand-mère Sarah et moi les avons feuilletés pendant qu'elle partageait des histoires sur divers parents et occasions. Voici ta mère enceinte d'Amber, dit-elle en montrant une photo de ma mère avec un ventre de femme enceinte très proéminent, souriant sincèrement alors que mon père avait son bras autour d'elle. J'ai tourné plusieurs pages, cherchant des photos similaires de l'époque où ma mère était enceinte de moi. Étrangement, il n'y en avait aucune. Il y avait beaucoup de photos de ma mère me tenant dans ses bras nouveau-nés, mais pas une seule photographie d'elle enceinte. Grand-mère, y a-t-il des photos de maman enceinte de moi, ai-je demandé nonchalamment. Elle a légèrement froncé les sourcils. Ta mère n'aimait pas se faire prendre en photo. Elle ne voulait probablement pas être photographiée. La réponse semblait évasive, surtout compte tenu des multiples photos de grossesse avec Amber. Quand j'ai mentionné cette observation à Aaron ce soir-là, il a eu l'air pensif. Peut-être qu'ils ont juste pris moins de photos la deuxième fois. C'est courant avec les deuxièmes enfants. Peut-être, ai-je concédé, mais il n'y en a pas une seule. Et chaque fois que je pose des questions sur ma naissance ou ma petite enfance, maman devient bizarre et change de sujet. Aaron a mis de côté les dessins d'architecture qu'il examinait. À quoi penses-tu, Dixie? Je ne sais pas, ai-je admis, mais quelque chose ne va pas. Les blagues d'Amber sur le fait que je sois adopté ou échangé à la naissance. Et s'il y avait une part de vérité là-dedans? Veux-tu demander directement à tes parents? J'ai secoué la tête. Ils ne me donneraient jamais une réponse claire. Ma mère peut à peine me regarder dans les yeux quand je lui demande quoi que ce soit datant d'avant mes 3 ou 4 ans. Alors peut-être qu'il est temps que tu cherches des réponses ailleurs, a suggéré doucement Aaron. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à examiner de vieilles photos avec un nouveau regard, cherchant des indices que j'aurais pu manquer auparavant. J'ai également commencé à rechercher mon propre certificat de naissance et mes premiers dossiers médicaux, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Puis, grand-mère Sarah est tombée malade. Ce qui a commencé comme un examen de routine a mené à un diagnostic de cancer du pancréas avancé. Les médecins lui donnaient des mois, pas des années. Je lui rendais visite aussi souvent que possible, parfois assise en silence à côté de son lit d'hôpital pendant qu'elle dormait, d'autres fois écoutant ses souvenirs et ses réflexions. « J'ai quelque chose pour toi », m'a-t-elle dit lors d'une visite, sa voix plus faible que la veille. Chez moi, dans le coffre en cèdre dans ma chambre. Il y a une boîte avec ton nom dessus. J'avais l'intention de te la donner, mais, elle s'est interrompue, son énergie épuisée. Je la prendrai la prochaine fois que je visiterai ta maison, ai-je promis en serrant sa main fine. Mais il n'y a pas eu de prochaine fois. Grand-mère Sarah est décédée 3 jours plus tard, emportant avec elle tous les secrets qu'elle aurait pu détenir. Les funérailles ont été une affaire sombre, avec des parents que je voyais rarement se rassemblant pour lui rendre hommage. Amber est arrivée en retard, faisant étalage de son chagrin d'une manière qui semblait théâtrale plutôt que sincère. Elle avait à peine rendu visite à grand-mère Sarah dans ces derniers mois, toujours trop occupée par la préparation de dossiers ou des événements de réseautage. À la réception qui a suivi, alors que je me tenais seul près de la fenêtre, Amber s'est approchée de moi avec un verre de vin à la main. Pauvre grand-mère Sarah, a-t-elle soupiré. Au moins, elle t'avait toujours pour lui rendre visite. Vous deux, les excentriques, aviez tellement en commun. Elle était gentille et sincère, ai-je répondu, refusant de mordre à l'hameçon. 2 qualités rares dans cette famille. Le sourire d'Amber s'est crispé. Toujours aussi dramatique, Dixie. Pas étonnant que papa et maman s'inquiètent pour toi. Ils s'inquiètent pour moi.
C'est une nouvelle. Bien sûr qu'ils le font. Ils t'ont toujours traité avec un soin si particulier. Elle a étrangement insisté sur les derniers mots. Faisant des concessions pour tes différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est penchée plus près, sa voix tombant à un murmure. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu ne t'intègres pas? Pourquoi tu es si différente de nous autres? Peut-être que tu devrais leur poser la question un de ces jours. Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée pour rejoindre un groupe de parents, me laissant avec une sensation de froid au creux de l'estomac. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, ajoutant à ma suspicion croissante qu'il y avait quelque chose sur mon origine que ma famille ne me disait pas. Mon 30e anniversaire tombait un samedi de début octobre. Aaron planifiait une surprise depuis des semaines, laissant entendre une célébration spéciale mais refusant de donner des détails. Le jour venu, il m'a bandé les yeux et m'a conduite à ce qui s'est avéré être une salle privée au Pellit, mon restaurant préféré dans le quartier des Arts. Surprise, a retenti le chœur de voix alors qu'il retirait le bandeau. Environ 20 personnes étaient rassemblées autour d'une longue table décorée de fleurs d'automne et de bougies. Jessica et Maya étaient là, ainsi que d'autres amis de l'université et du travail. Mon mentor en art, le professeur Martinez, avait même fait le voyage depuis sa maison de retraite à 2 heures de route. Les amis, ai-je soufflé, en contemplant la scène. C'est incroyable. Aaron rayonnait à côté de moi. Tu mérites d'être célébré, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. La soirée était parfaite. Nous avons mangé une nourriture incroyable, bu du bon vin, et partagé des histoires et des rires. Pour le dessert, Aaron avait commandé un gâteau décoré pour ressembler à l'une de mes peintures les plus réussies. J'ouvrais les cadeaux quand la porte du restaurant s'est rouverte. Mon cœur s'est serré en voyant mes parents entrer, suivis d'Amber. Je ne les avais pas invités. Ils montraient rarement d'intérêt à célébrer mes étapes importantes. Aaron avait l'air tout aussi surpris. J'espère que nous ne dérangeons pas, a dit ma mère, son ton suggérant qu'elle ne se souciait pas vraiment s'il le faisait. Amber a pensé que nous devrions venir te souhaiter un joyeux anniversaire. Un silence gêné est tombé sur la pièce. Mes amis, conscients de ma relation compliquée avec ma famille, ont échangé des regards mal à l'aise. Bien sûr que non, ai-je menti, forçant un sourire. Merci d'être venu. Mon père m'a tendu une enveloppe contenant une carte cadeau d'un grand magasin et une carte d'anniversaire générique qu'ils avaient tous les deux signée. Ma mère m'a donné une étreinte impersonnelle qui a à peine établi le contact. Puis, Amber s'est avancée, tenant un grand sac cadeau avec un sourire exagéré. Joyeux anniversaire, petite sœur. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. La pièce est devenue silencieuse alors que je plongeais la main dans le sac et en sortais un kit de test ADN de 23 NME. La confusion a fait place à la compréhension alors qu'Amber parlait à nouveau. Peut-être que cela prouvera que tu n'as pas ta place ici, a-t-elle dit avec un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu as toujours été si différente de nous autres. Ne serait-ce pas drôle de découvrir qu'il y avait une raison à cela? La pièce est devenue mortellement silencieuse. J'ai senti la chaleur monter à mon visage alors que la cruauté de son cadeau était comprise par toutes les personnes présentes. Aaron s'est placé protecteur à mes côtés. C'est quoi ton problème, Amber, a-t-il dit d'une voix basse et en colère. Elle a écarquillé les yeux dans une fausse innocence. Quoi? C'est juste pour rire. Tout le monde fait ces tests de nos jours, n'est-ce pas, maman? J'ai regardé ma mère, m'attendant à ce qu'elle réprimande Amber pour l'insulte évidente. Au lieu de cela, elle avait l'air pâle et mal à l'aise, ses yeux se tournant vers mon père. C'est juste une blague, Dixie, a dit mon père avec raideur. Ne sois pas si sensible. Une blague? La voix d'Aaron s'est élevée. Elle vient de suggérer publiquement que Dixie n'appartient pas à votre famille, et vous la défendez. Jessica s'est levée. Je pense qu'il est temps pour vous trois de partir. Excusez-moi, a dit ma mère, offensée. Pour qui vous prenez-vous? Je suis quelqu'un qui se soucie réellement de Dixie, a répondu Jessica calmement, ce qui est plus que ce que je peux dire de vous. La confrontation a rapidement dégénéré, mon père exigeant le respect et Aaron et mes amis formant un cercle protecteur autour de moi. Finalement, le professeur Martinez est intervenu. C'est la célébration de Dixie, a-t-il dit fermement. Je pense qu'il serait préférable que vous la respectiez assez pour partir maintenant. Vous avez fait passer votre message. Après une confrontation tendue, ma famille est finalement partie. Amber s'est retournée à la porte pour lancer une dernière pique.
Fais-moi savoir ce que tu découvres quand tu feras le test, a-t-elle crié avec un sourire narquois. Peut-être que tu découvriras que tu appartiens à une famille qui apprécie l'art. La porte s'est refermée derrière eux, et je me suis effondré sur une chaise, le kit ADN toujours entre mes mains. Je suis tellement désolé, a dit Aaron, s'agenouillant à côté de moi. Je n'avais aucune idée qu'il venait. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré, bien que des larmes menaçaient de couler. Tu m'as offert une fête magnifique. Mes amis se sont ralliés autour de moi, aidant à sauver ce qui restait de la soirée. Nous avons ouvert plus de vin, mis de la musique, et avons finalement réussi à rire à nouveau. Mais le cadeau d'Amber était posé sur la table comme une bombe à retardement, impossible à ignorer complètement. Plus tard dans la nuit, alors qu'Aaron et moi étions allongés dans notre lit, j'ai finalement donné voix aux pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Et si elle avait raison, ai-je murmuré dans l'obscurité. Et si je n'appartenais pas à cette famille? Aaron s'est redressé sur un coude. Dixie, écoute-moi. La famille, ce n'est pas seulement une question d'ADN ou de sang. C'est qui t'aime, qui te soutient, qui voit ta valeur. Selon cette définition, ces gens aujourd'hui, tes amis, ton mentor, ils sont plus ta famille que les gens qui partagent ton nom de famille. Mais s'il y avait une raison pour laquelle je me suis toujours senti comme une étrangère? Et s'il y avait une vérité que je ressens depuis toute ma vie? Alors peut-être qu'il est temps de le découvrir, a-t-il dit doucement. Pas pour Amber, pas pour prouver quoi que ce soit à tes parents, mais pour toi-même. Tu mérites de connaître ta propre histoire. J'ai tourné l'idée dans mon esprit, me sentant à la fois terrifié et étrangement libéré par cela. Et si je faisais le test? Que révélerait-il? Et pourquoi la blague d'Amber avait-elle provoqué une réaction si étrange de la part de mes parents? Si je fais ça, dis-je lentement, je dois être prête à tout ce que je pourrais trouver. Et je serai juste à côté de toi, a promis Aaron en me prenant la main. Quoi que tu découvres, nous y ferons face ensemble. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je ferai le test ADN, non pas parce qu'Amber l'avait suggéré de manière moqueuse, mais parce que j'avais le droit de connaître la vérité sur moi-même. Après 30 ans à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille, peut-être que la science pourrait fournir les réponses que mes parents n'avaient jamais données. Je vais le faire, dis-je avec une nouvelle détermination. Je vais découvrir qui je suis vraiment. Aaron a serré ma main dans l'obscurité. C'est ma courageuse Dixie. Le lendemain matin, j'ai ouvert le kit de test ADN et suivi attentivement les instructions. En scellant mon échantillon de salive dans le tube fourni, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'espoir. Quels que soient les résultats, au moins j'agissais au lieu de vivre dans l'incertitude. J'ai posté l'échantillon cet après-midi-là, puis j'ai commencé le long processus d'attente, me demandant quelle vérité mon ADN pourrait enfin révéler. Le site web de l'entreprise indiquait que les résultats prendraient de 4 à 6 semaines à être traités. Ces semaines s'étendaient devant moi comme une éternité. Je me suis plongé dans mon travail, acceptant des projets indépendants supplémentaires pour garder mon esprit occupé. La nuit, je restais souvent éveillé, imaginant divers scénarios de ce que les résultats pourraient montrer. Tu sais, peu importe ce que dit le test, ça ne change pas qui tu es, m'a rappelé Aaron un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Vraiment, ai-je répliqué, coupant des légumes avec plus de force que nécessaire. Si je découvre que je ne suis pas biologiquement lié à ma famille, cela change tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Aaron a doucement pris le couteau de ma main. Cela expliquerait certaines choses, mais cela n'efface pas tes expériences ou ton identité. Tu es toujours Dixie, l'artiste talentueuse, l'amie fidèle, la femme que j'aime. Ces mots m'ont réconforté, mais l'incertitude est restée une compagne constante pendant la période d'attente. 2 semaines après avoir posté mon échantillon, je me suis souvenu de la boîte de grand-mère Sarah. Dans le chaos qui a suivi sa mort et mon anniversaire, j'avais complètement oublié. Le lendemain, je me suis rendu à sa maison, qui était maintenant en cours de préparation pour la vente. Ma mère m'avait donné une clé pour aider à vider les objets personnels. La maison semblait étrangement silencieuse sans la présence de grand-mère Sarah. Des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres alors que je me dirigeais vers sa chambre. Le coffre en cèdre se trouvait au pied de son lit, exactement comme il l'avait été aussi longtemps que je pouvais me souvenir. J'ai soulevé le lourd couvercle, respirant l'odeur familière et boisée. À l'intérieur se trouvaient des courtes pointes soigneusement pliées, des albums de photos et plusieurs petites boîtes. Une boîte en bois portait mon nom écrit sur le dessus de l'écriture élégante de grand-mère Sarah.
J'ai apporté la boîte à la table de la cuisine et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, une feuille de papier à lettres pliées, un petit paquet de photographies attachées avec un ruban délavé, et un bonnet de nouveau-né tricoté jauni. J'ai d'abord déplié le papier à lettres. C'était une lettre de l'écriture de grand-mère Sarah, datée de seulement 3 mois avant sa mort. « Ma très chère Dixie », commençait-elle. « Si tu lis ceci, je suis parti, et il y a des choses que tu dois savoir. J'ai porté un fardeau de connaissances pendant de nombreuses années, déchiré entre la loyauté familiale et ce que je crois être juste. Tu as toujours été spécial pour moi, pas seulement à cause de ton esprit merveilleux, mais parce que... » La lettre s'arrêtait brusquement là, comme si elle avait été interrompue en l'écrivant, ou peut-être avait-elle perdu le courage de continuer. Mon cœur battait à tout rompre alors que je la mettais de côté et dénouais le ruban autour des photographies. La première photo montrait ma mère dans un lit d'hôpital tenant un nouveau-né que je supposais être moi. Mais contrairement aux expressions joyeuses des photos similaires avec Amber, le visage de ma mère semblait tendu, presque craintif. Mon père se tenait à côté du lit, son expression également tendue. Je suis passé à la photo suivante et j'ai froncé les sourcils, confuse. Elle montrait une coupure de journal plutôt qu'une photo de famille. Le titre disait « Nourrisson enlevé de l'hôpital mémorial ». L'article, daté d'il y a 28 ans, seulement 2 jours après ma date de naissance, décrivait la disparition d'une nouveau-née de la maternité de l'hôpital. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber les photos restantes. L'une montrait un jeune couple que je ne reconnaissais pas tenant une affiche « Bébé disparu », avec la photo d'un nourrisson et le nom Lily Carter. La femme avait des cheveux roux remarquablement similaires aux miens. Le dernier élément du paquet était une note de l'écriture de ma grand-mère, demande à Eleanor à propos du 12 juin et de l'infirmière Winters. Le bonnet de nouveau-né au fond de la boîte était minuscule et blanc avec une petite étiquette cousue à l'intérieur où l'on pouvait lire Carter, elle à l'encre délavée. Je suis resté assise, immobile, à la table de la cuisine, les implications de ces objets me frappant avec la force d'un coup physique. Était-ce possible? Étais-je le bébé disparu de l'article de journal? Ma grand-mère avait-elle essayé de me dire que je n'étais pas une Meyers de naissance mais un enfant kidnappé? La pensée était si extravagante, si terrible, que mon esprit l'a initialement rejetée. Il devait y avoir une autre explication. Peut-être que ces objets appartenaient à quelqu'un d'autre, et que grand-mère Sarah avait mis mon nom sur la boîte par erreur. Pourtant, la date de l'enlèvement correspondait trop étroitement à mon anniversaire pour être une coïncidence. Et cela expliquerait tant de choses, mes différences physiques avec ma famille, l'incapacité de ma mère à me regarder dans les yeux en discutant de ma petite enfance, les railleries d'Amber sur le fait que je n'avais pas ma place. J'ai soigneusement tout remis dans la boîte et je l'ai emporté avec moi, mes pensées s'emballant. De retour à notre appartement, j'ai tout montré à Aaron. « C'est incroyable », a-t-il dit après avoir examiné chaque objet. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, nous devrions essayer de vérifier ces informations. Au cours des jours suivants, Aaron m'a aidé à faire des recherches sur l'enlèvement mentionné dans la coupure de journal. Nous avons trouvé plusieurs articles archivés en ligne sur le cas de bébé Lily Carter, enlevée de l'hôpital mémorial il y a 28 ans. L'affaire avait reçu une couverture médiatique importante à l'époque mais avait finalement été classée sans suite lorsque les enquêteurs ont épuisé toutes les pistes. Les articles comprenaient des photos des parents dévastés, Richard et Patricia Carter. Regarder l'image de Patricia Carter, c'était comme voir une version plus âgée de moi-même. Les mêmes cheveux roux, la même forme d'yeux, même des manières similaires, à en juger par les interviews vidéo que nous avons trouvées en ligne. La ressemblance est frappante, a admis Aaron alors que nous regardions un clip d'actualité vieux de 20 ans où les Carter lançaient un appel à information le jour de l'anniversaire de leur fille disparue. Mais pourquoi mes parents, ma mère, feraient-ils quelque chose comme ça, ai-je murmuré, luttant toujours pour accepter cette possibilité. Elle est stricte et émotionnellement distante, mais une kidnappeuse. Nous ne connaissons pas encore toute l'histoire, a averti Aaron. Attendons les résultats de l'ADN avant de tirer des conclusions définitives. 3 semaines après le début de la période d'attente, j'ai reçu un email inattendu de la société de test ADN. Ils me demandaient d'appeler leur service client concernant mon échantillon. Quand je l'ai fait, un représentant a expliqué qu'ils avaient trouvé des résultats inhabituels dont ils voulaient discuter plus en détail. Inhabituels comment, ai-je demandé, le cœur battant. Je ne suis pas autorisé à discuter de détails spécifiques par téléphone, a dit le représentant avec précaution, mais notre conseiller en génétique aimerait programmer une consultation vidéo avec vous dès que possible. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain,
puis j'ai fait les 100 pas dans notre appartement pendant des heures, trop anxieuse pour dormir ou manger. Aaron est resté éveillé avec moi, m'offrant des paroles rassurantes quand il le pouvait et une compagnie silencieuse quand les mots manquaient. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour l'appel vidéo avec le conseiller en génétique, mon téléphone a sonné. C'était Amber. Dixie, dit-elle sans préambule, sa voix inhabituellement urgente. As-tu déjà reçu tes résultats d'ADN? Pas encore, ai-je répondu prudemment. Pourquoi? Je pense que tu devrais annuler ce test. C'était une blague stupide, et je suis désolé. Ces excuses soudaines après des années de raillerie ont immédiatement éveillé mes soupçons. Pourquoi l'annulerais-je maintenant? Il traite déjà mon échantillon. Écoute, fais-moi confiance sur ce coup. Annule-le, et je te le rembourserai. Ça ne vaut pas la peine. Que as-tu peur qu'il découvre, Amber? Ai-je demandé directement. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Rien. Je pense juste que ces tests portent atteinte à la vie privée et sont souvent inexacts. J'ai lu des articles à ce sujet. Depuis quand te soucies-tu de ma vie privée? Très bien, a-t-elle lâché, retrouvant son ton habituel. Fais ce que tu veux. Ne viens juste pas pleurer chez moi quand tu n'aimeras pas ce que tu découvriras. Elle a raccroché sans un mot de plus. Son appel m'a convaincu plus que jamais qu'il y avait quelque chose de significatif à découvrir. J'ai partagé la conversation avec Aaron. Elle sait quelque chose, a-t-il convenu, et elle a peur que cela soit révélé. Cet après-midi-là, j'ai eu ma consultation vidéo avec la conseillère en génétique, une femme au visage bienveillant nommée Dr Reeves. Elle a expliqué qu'ils avaient trouvé des anomalies dans mes résultats qui nécessitaient une discussion plus approfondie. Mademoiselle Meyers, notre analyse n'indique aucune relation génétique entre vous et les membres de la famille listés dans votre profil, Eleanor et Thomas Meyers. Même si j'avais commencé à suspecter exactement cela, l'entendre énoncer si cliniquement m'a provoqué un choc. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas mes parents biologiques? C'est exact, a confirmé doucement Dr Reeves. Il n'y a aucune preuve génétique suggérant une relation parent-enfant. Y a-t-il plus, ai-je demandé, sentant qu'elle retenait quelque chose. Elle a hésité. Notre base de données a identifié une correspondance familiale potentielle avec un autre utilisateur. Les marqueurs génétiques suggèrent une relation parent-enfant. Souhaitez-vous que je vous fournisse cette information? Ma bouche est devenue sèche. Oui, ai-je réussi à dire. S'il vous plaît. Le nom de l'utilisateur est Patricia Carter. Selon nos dossiers, elle utilise notre service pour rechercher des correspondances génétiques avec sa fille disparue depuis plus de 5 ans. Patricia Carter. Le nom des articles de journaux. La mère du bébé kidnappé. Ma mère biologique. Il y a une équipe juridique qui travaille sur des cas comme le vôtre, a poursuivi Dr Reeves, sa voix semblant venir de très loin. Avec votre permission, j'aimerais les mettre en contact avec vous. J'ai hoché la tête, engourdi, traitant à peine ses paroles. Après la fin de l'appel, je suis resté assise, immobile, fixant l'écran vide jusqu'à ce qu'Aaron me touche doucement l'épaule. Dixie, qu'ont-ils dit? Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, les mots qui sont sortis semblaient étranges et distants, comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Je pense que j'ai été kidnappé quand j'étais bébé, et je pense que mes parents, les Meyers, sont ceux qui l'ont fait. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de mai, d'appels téléphoniques et de nuits blanches. La société d'ADN m'a mis en contact avec Daniel Harris, un avocat spécialisé dans les cas de réunification familiale. Il a expliqué que la société avait déjà informé les Carter de la correspondance potentielle, suivant leur obligation légale dans les cas de personnes disparues. Ils sont naturellement choqués et pleins d'espoir, m'a-t-il dit lors de notre premier appel. Ils cherchent leur fille depuis 28 ans. La révélation que mes parents biologiques n'avaient jamais cessé de me chercher m'a fait monter les larmes aux yeux. J'avais passé ma vie à me sentir non désiré, alors qu'en réalité, j'avais été désespérément voulu par une famille que je n'avais jamais connue. Daniel a conseillé qu'avant toute réunion, nous devions aborder les implications légales de la situation. Cela signifiait confronter les Meyers, mes parents, ou les personnes que j'avais toujours cru être mes parents. Compte tenu de la nature sensible de cette situation, je recommande d'organiser une réunion avec toutes les parties présentes, a suggéré Daniel. Nous pourrons présenter les preuves ADN et discuter des prochaines étapes dans un environnement contrôlé. Seront-ils arrêtés, ai-je demandé, déchiré entre la colère face à leur apparente tromperie et un attachement persistant et confus à la seule famille que j'ai jamais connue.
C'est aux forces de l'ordre de le déterminer, a expliqué Daniel. Mon rôle est de faciliter la révélation de la vérité et de vous aider à naviguer dans le processus de connexion avec votre famille biologique, si c'est ce que vous choisissez de faire. Après de longues discussions avec Aaron et Daniel, j'ai décidé de demander une réunion de famille chez mes parents. J'ai appelé mon père et, sans révéler la raison, j'ai demandé que lui, ma mère, ainsi qu'Amber, soient présents ce samedi après-midi. Quelque chose ne va pas, a-t-il demandé, l'air inquiet. J'ai juste besoin de discuter de quelque chose d'important avec vous tous, ai-je répondu prudemment, en gardant un ton neutre. Nous serons là, a-t-il promis. Le jour de la réunion, Aaron et moi sommes arrivés à la maison des Meyers 15 minutes en avance. Daniel Harris arriverait séparément avec un représentant de la société d'ADN et le dossier de l'affaire. « Es-tu sûr d'être prête pour ça ?» a demandé Aaron alors que nous étions assis dans la voiture devant la familière maison coloniale de 2 étages où j'avais grandi. J'ai regardé la maison, la voyant avec un nouveau regard. M'avait-il amené ici bébé, fraîchement sorti de l'hôpital où il m'avait d'une manière ou d'une autre prise à mes vrais parents? Mon enfance entière avait-elle été construite sur un crime terrible? Je ne pense pas que quiconque puisse être prêt pour ça, ai-je admis. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Aaron a serré ma main. Quoi qu'il se passe là-dedans, souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes entrés dans la maison pour trouver mes parents assis avec Raider dans le salon. Amber n'était pas encore arrivée. Dixie, Aaron, nous a accueilli ma mère avec une politesse forcée. Quelle est cette affaire importante dont tu dois discuter? J'aimerais attendre qu'Amber arrive, si ça ne vous dérange pas, ai-je répondu en m'installant sur le canapé en face d'eux. Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Mon père vérifiait sa montre à plusieurs reprises tandis que ma mère tripotait son collier de perles, une habitude nerveuse que j'avais observée tout au long de mon enfance. Lorsque la sonnette a retenti, mon père s'est levé pour répondre. Son expression est passée de l'attente à la confusion lorsqu'il a vu Daniel Harris à la place d'Amber. Thomas Meyers, a demandé Daniel professionnellement. Je suis Daniel Harris, avocat. Je crois que votre fille, Dixie, m'attend. Mon père s'est tourné vers moi, le visage pâlissant. Dixie, de quoi s'agit-il? Avant que je puisse répondre, la voiture d'Amber s'est garée dans l'allée. Elle est entrée quelques instants plus tard, se figeant en voyant le rassemblement. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé, regardant de moi à nos parents, puis à Daniel. S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous, a suggéré calmement Daniel. Je représente Dixie dans une affaire concernant son identité et sa filiation. Ma mère a émis un petit son étranglé. Les mains de mon père ont commencé à trembler. Amber est restée debout, ses yeux se promenant entre eux. Peut-être devriez-vous expliquer, Madame Meyers, a poursuivi Daniel quand personne n'a parlé, à propos de l'hôpital mémorial, il y a 28 ans. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Mon père s'est approché d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle murmuré, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Daniel a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Nous avons les résultats d'un test ADN confirmant que Dixie n'est pas biologiquement liée à vous ou à Monsieur Meyers. Il a placé le rapport sur la table basse. Nous avons également des preuves la reliant à Richard et Patricia Carter, dont la fille nouveau-née a été enlevée de l'hôpital mémorial le 12 juin, il y a 28 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé les expressions de mes parents passer du choc à la peur, puis à la résignation. Amber avait l'air d'être sur le point d'être malade. Tu savais, lui ai-je dit, la prise de conscience se faisant jour. C'est pour ça que tu m'as donné ce kit ADN en guise de blague. Tu essayais de me dissuader de faire un test. Je n'étais pas sûr, a répondu Amber, sa voix à peine audible. Je les ai surpris en train de se disputer à ce sujet quand j'avais 16 ans. Maman s'inquiétait que quelqu'un remarque à quel point tu étais différente. Papa a dit que personne ne ferait jamais le lien. Je me suis tourné vers mes parents, les personnes qui m'avaient élevé. Est-ce vrai? M'avez-vous prise à l'hôpital? Après un long moment, mon père a hoché lentement la tête. Eleanor, a-t-il dit à ma mère, c'est fini. Nous devons dire la vérité. Ma mère a commencé à pleurer silencieusement. Mon père a pris une profonde inspiration avant de parler à nouveau. Eleanor a fait une fausse couche 3 mois avant ta naissance, a-t-il expliqué, sa voix creuse. C'était notre deuxième enfant. Elle est tombée dans une profonde dépression.
Les médecins s'inquiétaient de son état mental. Il a fait une pause, luttant pour continuer. Elle était bénévole à l'hôpital mémorial dans la maternité. Elle rentrait à la maison et parlait des bébés, en particulier d'une petite fille aux cheveux roux qui lui rappelait sa propre mère. Ma mère a levé son visage strié de larmes. Je ne l'ai pas planifié, a-t-elle insisté. Ce jour-là, la nurserie était en sous-effectif. Le bébé Carter, était seul. Je la tenais, je la réconfortais, et quelque chose s'est juste brisé en moi. Je ne pouvais pas la reposer. Je ne pouvais pas partir sans elle. Alors, vous l'avez juste prise? Vous m'avez prise, ai-je demandé, ma voix s'élevant d'incrédulité. Nous allions te ramener, a dit faiblement mon père. Mais les jours ont passé, et c'était partout dans les nouvelles, et nous savions que nous irions en prison. Nous nous sommes convaincus que nous pouvions te donner une bonne vie, que nous sauvions la vie d'Eleanor en te gardant. Vous m'avez volé à mes vrais parents, dis-je, l'énormité de leur crime me submergeant. Ils me cherchent depuis 28 ans. Ils ont manqué toute mon enfance. Nous sommes tes vrais parents, a pleuré ma mère. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé. Aimé, ai-je répété, incrédule. Vous m'avez toujours traité comme si j'étais moins qu'Amber. Vous n'avez jamais soutenu mes choix ni montré un véritable intérêt pour ma vie. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. C'est vrai, a interrompu Amber, surprenant tout le monde. Vous m'avez toujours favorisé et traité Dixie différemment. Je pensais que c'était parce que vous m'aimiez plus, mais maintenant je me demande si c'était à cause de votre culpabilité. Daniel s'est éclairci la gorge. Je dois vous informer que les Carter ont été notifiés de la correspondance ADN. Ils attendent ce moment depuis longtemps. Sont-ils ici, a demandé ma mère, jetant un regard craintif vers les fenêtres. Pas encore, a répondu Daniel. Mais ils ont exprimé un fort désir de rencontrer Dixie, et il y aura des conséquences légales à régler. Cette affaire n'a jamais été classée. Mon père s'est affalé sur sa chaise. Nous coopérons pleinement, a-t-il dit, l'air complètement abattu. Nous n'avons jamais voulu causer autant de douleur. Mais vous l'avez fait, dis-je, des larmes se libérant enfin. Vous avez causé de la douleur à mes parents biologiques qui ont perdu leur bébé. Et vous m'avez causé de la douleur, me faisant me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, jamais tout à fait à la hauteur. Amber s'est assise à côté de moi, un geste de soutien sans précédent. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pour tout. Pour savoir que quelque chose n'allait pas et ne jamais rien dire, pour toutes les blagues cruelles. À cet instant, alors que la vérité émergeait enfin dans ce salon où j'avais passé tant d'heures malheureuses, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Le mystère de la raison pour laquelle je n'avais jamais vraiment eu ma place était résolu. Mais la solution ouvrait une porte sur un nouvel avenir inexploré et une famille que je n'avais pas encore rencontrée. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé à Daniel, me sentant soudain épuisé. Maintenant, nous contactons les autorités, a-t-il répondu doucement. Et quand vous serez prête, les Carter aimeraient vous rencontrer. Alors que ces mots flottaient dans l'air, on a frappé à la porte. Nous nous sommes tous figés, nous regardant les uns les autres avec interrogation. Attendez-vous quelqu'un d'autre, a demandé Aaron à Daniel. Non, a-t-il répondu en vérifiant son téléphone. Mais il semble que les Carter étaient trop anxieux pour attendre les arrangements formels. Ils ont retrouvé cette adresse. Mon cœur a commencé à s'emballer alors qu'Aaron allait ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait un couple d'une 60aine d'années, une femme aux cheveux roux délavés et un grand homme aux yeux bienveillants. Ils m'ont regardé, et dans leur visage, j'ai vu mes propres traits se refléter pour la première fois de ma vie. Lily, a murmuré la femme, utilisant un nom que l'on ne m'avait jamais donné mais qui avait toujours été le mien. La pièce est devenue silencieuse alors que Patricia et Richard Carter entraient, leurs yeux ne quittant jamais mon visage. La main de Patricia tremblait alors qu'elle la levait à mi-chemin vers moi, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle tendait la main trop rapidement. « Tu as les yeux de ma mère, dit-elle doucement. J'ai toujours dit à Richard que notre bébé aurait ses yeux. Je suis resté figé, incapable de gérer le flot d'émotions qui me traversait. Voici les personnes qui m'avaient créé, qui m'avaient perdu, qui n'avaient jamais cessé de chercher. Leur chagrin et leur espoir étaient palpables, suspendus dans l'air entre nous comme une chose physique. Eleanor Meyers, ma mère, la femme qui m'avait élevé, a laissé échapper un petit sanglot et s'est effondrée davantage dans les bras de Thomas. Le son a rompu le charme, et j'ai retrouvé ma voix.
Je ne sais pas trop comment m'appeler en ce moment, ai-je admis. J'ai été Dixie Meyers toute ma vie, mais vous m'avez nommé Lily. Richard Carter a souri doucement. Tu peux t'appeler comme tu le sens. Nous voulons juste te connaître. Daniel Harris s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous donner un peu d'espace à tout le monde. La police aura besoin de déclarations de toutes les parties, et il y a des questions juridiques à régler. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'interrogatoires de police, de consultations juridiques et de conversations émotionnelles. Les preuves contre les Meyers étaient substantielles, les résultats ADN, la boîte d'indices de grand-mère Sarah, et enfin, leur propre confession. Ils ont été arrêtés mais libérés sous caution en attendant leur procès. Au cours d'un des entretiens d'enquête, toute l'histoire a émergé. Eleanor avait été bénévole à l'hôpital alors qu'elle luttait contre une dépression postpartum après sa fausse couche. Elle s'était attachée à moi, un nouveau-né aux cheveux roux comme sa mère, et avait convaincu une infirmière sympathique, nommée Winters, de lui permettre un accès spécial à la nurserie. Ce jour fatidique, l'infirmière Winters avait laissé Eleanor seule avec moi juste une minute, et Eleanor avait pris la décision impulsive de m'emmener à la maison. Thomas, venu la chercher à la fin de son service de bénévolat, avait été choqué mais finalement complice, partant avec un bébé volé et créant un nouveau certificat de naissance grâce à un contact dans les registres du comté. Le rôle d'Amber dans la tromperie est également devenu plus clair. À 16 ans, elle avait surpris ses parents en train de se disputer sur ce qu'il fallait faire alors que je grandissais et devenais de plus en plus visiblement différente d'eux. Plutôt que d'exposer la vérité, elle l'avait intériorisé comme un avantage secret sur moi, l'utilisant pour alimenter ses blagues cruelles tout en s'assurant que je ne devienne jamais trop curieuse de mes origines. J'avais peur, a admis Amber lors d'une conversation difficile dans l'appartement d'Aaron et moi. Peur de ce qui arriverait à notre famille si la vérité éclatait. Et puis c'est devenu une habitude, ce pouvoir que j'avais sur toi sans même que tu le saches. As-tu déjà pensé à ce que je ressentais, lui ai-je demandé. Être traitée comme une étrangère toute ma vie? Elle a baissé les yeux. J'étais jalouse, si tu peux le croire. Même s'ils me favorisaient, ils étaient obsédés par toi d'une manière différente. Toujours inquiets pour toi, toujours à te surveiller. Je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce que je les entende se disputer cette nuit-là. Alors que l'affaire judiciaire contre les Meyers progressait, j'ai entamé le processus délicat d'apprendre à connaître les Carter, mes parents biologiques. Nous avons commencé par de courtes visites, généralement en présence d'Aaron pour un soutien moral. Ils étaient respectueux de mes limites, ne poussant jamais pour plus que ce que j'étais prête à donner. Patricia m'a montré des albums de photos de leur famille. Je me suis vu dans ses traits, dans les cheveux roux de sa sœur, dans la forme des mains de mon grand-père. Tu étais notre bébé miracle, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions assises dans leur salon ensoleillé. Nous avons essayé pendant des années d'avoir un enfant. Quand tu es finalement arrivé, c'était le plus beau jour de notre vie. Et puis le pire, a ajouté doucement Richard, quand nous sommes allés à la nurserie, et que tu n'étais plus là. Ils m'ont montré ma chambre de bébé, préservée pendant 28 ans dans l'espoir de mon retour. Les murs jaunes, les papillons peints à la main, le berceau qui avait été converti en lit au fil des ans mais n'avait jamais été démantelé. Nous avons eu une fille nommée Caitlin 4 ans après ton enlèvement, a expliqué Patricia. Ta sœur? Elle a grandi en sachant ton existence. Chaque année, le jour de ton anniversaire, nous lâchions un ballon avec ta photo et un message. Rencontrer Caitlin était surréaliste. Une sœur dont je n'avais jamais connu l'existence, 4 ans plus jeune que moi mais à certains égards plus mature. Elle avait grandi dans l'ombre de mon absence, façonnée par des parents qui portaient un profond chagrin aux côtés de leur amour pour elle. J'étais jalouse de toi, a-t-elle avoué lors de notre premier déjeuner ensemble. La fille disparue qu'ils n'ont jamais cessé de chercher. Mais maintenant, je suis juste contente que tu sois retrouvée. À l'approche de la date du procès d'Eleanor et Thomas Meyers, j'ai dû faire face à une décision difficile. Le procureur voulait que je témoigne sur mon enfance, pour détailler la négligence émotionnelle qui avait caractérisé mon éducation. Une partie de moi voulait la justice, voulait qu'ils subissent les conséquences de m'avoir volé à ma vraie famille. Mais une autre partie reconnaissait la complexité de la situation. La santé mentale d'Eleanor avait clairement été fragile après sa fausse couche. Thomas avait essayé de protéger sa femme. Leurs actions étaient inexcusables mais nées du désespoir plutôt que de la malveillance. Que veux-tu faire, a demandé Aaron alors que nous discutions de mes options. Je ne sais pas si je pourrai jamais leur pardonner, ai-je admis.
Mais les envoyer en prison pendant des décennies ne réparera pas ce qui s'est passé. Ça ne me rendra pas ces années avec les Carter. Finalement, j'ai travaillé avec le procureur pour organiser une négociation de peine. Les Meyers plaidaient coupables d'enlèvement et de falsification de documents, mais avec ma déclaration sur les soins qu'ils m'avaient prodigués malgré leurs défauts, ils ont reçu des peines réduites, 8 ans pour Eleanor, 5 pour Thomas, avec possibilité de libération conditionnelle. Amber n'a fait face à aucune accusation criminelle mais a dû suivre une thérapie et effectuer des travaux d'intérêt général pour son rôle dans la dissimulation de la connaissance d'un crime. Notre relation est restée compliquée, mais l'honnêteté entre nous a créé la possibilité de quelque chose de plus sain que ce qui avait existé auparavant. Tout au long de ce bouleversement, l'art est resté mon encre. J'ai commencé une nouvelle série de peintures explorant les thèmes de l'identité, de la perte et de la renaissance. Lorsqu'une galerie de premier plan m'a offert une exposition personnelle, je l'ai intitulée Trouver, naviguer dans une identité volée. Le soir du vernissage, les Carter et Aaron se tenaient fièrement à mes côtés. Les Meyers, en attente de leur condamnation, ne pouvaient pas y assister, mais Amber est venue, se tenant maladroitement en périphérie jusqu'à ce que je l'invite à nous rejoindre. La pièce maîtresse de l'exposition était un grand triptyque. Le premier panneau montrait un bébé dans une nurserie d'hôpital, seul. Le second représentait une jeune femme partagée entre deux mondes, deux familles. Le panneau final montrait la même femme de nouveau entière, entourée de cercles de connexion élargis, une représentation visuelle de mon voyage vers l'intégration de mon identité fragmentée. « Je suis si fier de toi », a dit Patricia en me serrant la main alors que nous nous tenions devant le triptyque. « Tu as transformé quelque chose de douloureux en quelque chose de beau. » « C'est ce que fait l'art, ai-je répondu. Il nous aide à donner un sens au chaos. Au fil des mois, j'ai progressivement trouvé mes marques dans cette nouvelle réalité. J'ai commencé à utiliser les deux noms, Dixie Lily, comme un pont entre mon passé et mon présent. Les Carter respectaient mon besoin de conserver des aspects de l'identité que j'avais construite pendant 30 ans, même si j'embrassais la vérité de mes origines. La guérison n'était pas linéaire. Il y avait des jours où la colère me submergeait, colère contre les Meyers pour avoir volé ma vie, contre Amber pour sa cruauté, même contre ma grand-mère Sarah pour n'avoir pas révélé ce qu'elle savait plus tôt. Il y avait des moments où je me sentais étrangère à moi-même, prise entre deux noms, deux familles, deux récits. Mais lentement, une nouvelle compréhension a émergé. La famille, ai-je réalisé, n'était pas uniquement déterminée par le sang ou par l'éducation. C'était quelque chose que nous pouvions activement choisir, activement construire. Aaron le démontrait quotidiennement avec son soutien indéfectible. Mes amis qui m'ont soutenu à travers l'attention médiatique et les procédures judiciaires l'ont montré par leur loyauté. Les Carter l'ont prouvé avec leur patience alors que nous construisions notre relation, ne demandant jamais que je les appelle maman et papa mais chérissant chaque pas vers la connexion. Même les Meyers, malgré leurs crimes terribles, avaient à leur manière imparfaite choisi de faire de moi leur famille. Leurs actions étaient impardonnables, et pourtant, je me suis retrouvé à avancer vers une forme complexe de pardon, non pas pour eux, mais pour ma propre libération du fardeau de la haine. Aujourd'hui, je vis dans un monde élargi plutôt que diminué par la vérité. Je maintiens le contact avec les deux familles, établissant des limites là où c'est nécessaire mais laissant l'amour circuler là où il le peut. Aaron et moi sommes fiancés, planifiant un mariage qui devra d'une manière ou d'une autre accommoder ce réseau compliqué de relations. L'histoire de mon identité continue d'évoluer. Mais pour la première fois, je suis l'auteur de cette histoire, l'écrivant en pleine connaissance de son début et avec espoir pour ses chapitres futurs. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, offre la libération. L'ADN même qui a révélé mon identité volée m'a également connecté à mes racines biologiques, élargissant plutôt que limitant qui je pouvais devenir. La lumière projetée sur des secrets longtemps cachés, bien qu'initialement aveuglante, a finalement éclairé un chemin que je n'aurais pas pu imaginer. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons choisir comment nous l'intégrons dans notre présent. Nous pouvons décider quels liens renforcer, lesquels relâcher, et quelles nouvelles connexions forger. C'est dans ce choix que réside notre véritable identité, non pas fixée par la naissance ou les circonstances, mais continuellement créée par la façon dont nous répondons même aux vérités les plus difficiles. Si vous avez déjà remis en question votre place dans le monde ou si vous vous êtes senti comme un étranger dans votre propre histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre sentiment d'appartenance n'est pas dicté par les autres. C'est quelque chose que nous cultivons en vivant de manière authentique et en nous entourant de ceux qui nous voient et nous valorisent tels que nous sommes vraiment. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a changé votre compréhension de vous-même ?
Comment l'avez-vous géré? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre d'autres parcours de découverte de soi et de guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous que parfois, nos plus grandes blessures peuvent mener à notre plus profonde guérison.